Messieurs les présidents, mesdames, messieurs, bonjour et merci de m'accueillir parmi vous ce matin. J'ai la lourde tâche en 30 minutes de vous expliquer l'économie mondiale et la vision du monde qu'a la COFAS. Les générations Y, ce sont les générations de l'information notamment. On en a parlé, on va en reparler ce matin. Il faut bien comprendre qu'à l'heure actuelle, tout ce qui se passe est mondialisé et presque instantané. Donc je vais essayer, et j'espère y arriver, vous expliquer quelle est notre vision, sachant que nous n'avons pas la vision des banques, nous n'avons pas la vision des sociétés de notation d'information, parce que nous voyons au jour le jour en temps réel, et nous analysons en temps réel, quelle est la solvabilité des entreprises, tous secteurs confondus, ça va du poussin d'un jour en passant par l'Harmony of the Sea, les Mistral, des Rafales, des centrales atomiques ou même des barrages. Donc c'est vaste. Et tous ces secteurs, nous les analysons pour voir la solvabilité des acheteurs par rapport aux ventes qui peuvent avoir lieu. Donc on analyse, on surveille. Et par la même occasion, nous avons aussi une lourde tâche qui est d'indemniser quand il y a des impayés et surtout de recouvrer. Donc notre vision s'effectue véritablement au fil de l'eau et sur la réalité et non pas sur ce qui est raconté, ce qui est dit, que ce soit sur Internet, que ce soit dans les médias, que ce soit dans tous les supports. En quelques mots, je vous résume ce qu'est la COFAS. Nous sommes un assureur crédit, donc nous garantissons les risques d'impayés, mais nous avons deux casquettes pour le moment. Une partie de la COFAS est privée, une partie de la COFAS est publique. Ça fait 70 ans que nous existons. On est le leader mondial de l'assurance crédit export et nous gérons certaines procédures pour le compte de l'État sur des fonds du Trésor public. J'y reviendrai tout à l'heure. En quelques chiffres, donc 1,4 milliard, c'est le chiffre d'affaires de la COFAS. Une présence dans 67 pays, avec plus de 100 pays sur lesquels nous sommes également présents via des partenaires. On évalue des risques dans plus de 200 pays dans le monde. On a environ 475 milliards d'euros de créances garanties en flux. 4600 collaborateurs, 70 nationalités, donc il est évident qu'il faut parler des langues étrangères quand on travaille à la COFAS. On prend 400 000 décisions d'arbitrage par mois. On a un délai moyen de réponse de 1,5 jours, environ 40 000 clients. J'ai rajouté une ligne à la demande d'Isabelle Erniaud, parce qu'en effet, dans la presse actuellement, on parle beaucoup du transfert de certaines garanties chez BPI via la COFAS. Donc. Que se passe-t-il exactement ? Nous avons eu, par décision de l'État, le rôle de transférer chez BPI les procédures compte État, à savoir l'assurance prospection et tout ce qui relève des grands contrats, c'est-à-dire des durées de crédit qui sont supérieures à 2 ans. Autrement dit, pour reprendre les exemples que j'avais pris tout à l'heure, que ce soit un Airbus ou que ce soit une centrale atomique, ce sont ces risques-là en assurance crédit qui devrait être transféré auprès de la BPI, puisque derrière, le réassureur, c'est l'État, et non pas la COFAS privée. Il faut savoir que cette opération devait avoir lieu en juin. Ensuite, elle a été reportée en septembre. Et nous avons appris la semaine dernière, donc vous voyez, c'est tout frais, qu'en fin de compte, cette opération n'aurait pas lieu avant fin décembre 2016. Voilà. Je ferme la parenthèse, ce n'est pas le sujet de ce matin. Et maintenant, je vais attaquer le dur, si je puis m'exprimer ainsi. Si on fait le point de la situation actuelle, on se rend compte de quoi ? On se rend compte que la mondialisation a accéléré considérablement le phénomène de crise et les difficultés que vous, les entreprises, pouvez avoir pour avoir une vision, je dirais, à moyen terme, parce qu'à long terme, ce n'est même pas la peine d'essayer à l'heure actuelle. Pendant très longtemps, puisque la COFAS a 70 ans d'existence, on savait à peu près que tous les 10 ans, il existait une crise financière. Et puis est arrivé le 11 septembre 2001. À partir de ce moment-là, les choses ont changé, la donne dans le monde a changé, Internet a pris de plus en plus d'importance, l'électronique, la transmission des informations en temps réel a fait que, globalement, les échanges financiers dans le monde et les règles du jeu se sont trouvées transformées. Le problème, c'est que cette transformation ne s'est pas accompagnée de règles de jeu et que c'est tout et n'importe quoi, permettez-moi l'expression, avec tous les risques et tous les effets élastiques et financiers que ça peut avoir et sur vos trésoreries et sur les trésoreries des États. Ce phénomène s'est accentué puisque 2001
on est passé à 2008 avec la bulle financière que vous connaissez. Ça fait donc moins de 10 ans. Et 1 an et demi plus tard, on avait de nouveau une autre crise. Et ce que nous voyons à l'heure actuelle, c'est qu'entre 6 mois et 1 an et demi, il se passe toujours quelque chose. Ce n'est pas à la Samaritaine, mais en l'occurrence, c'est dans le monde de la finance, et qui fait que les marchés deviennent fous et non maîtrisables. Donc comment faire pour arriver à d'abord se poser, réfléchir 5 minutes, et surtout, vous, chef d'entreprise, vous êtes obligé d'anticiper, autant que faire se peut, de façon à pouvoir prendre vos décisions, notamment dans vos développements à l'export, puisque c'est un des thèmes de cette matinée. Donc ce que j'ai essayé de faire, pour vous donner une idée de notre analyse, c'est de faire un focus sur des points qui nous paraissent fondamentaux, qui relèvent de l'économie générale mondiale, mais vous ne pouvez pas passer outre. Parce que même si vous êtes des PME, des ETI ou même des TPE, vous allez être directement impacté par ce qui se passe. Donc un homme ou une femme averti en valant deux, eh bien il faut l'intégrer. Je vous expliquerai après comment lire les analyses que COFAS met à votre disposition. On verra ça à la fin. Voilà sur ce slide les points sur lesquels nous estimons que 2016, c'est bientôt fini, mais nous ne sommes pas au bout de nos peines, les focus sur lesquels il va falloir faire attention. La première photo que vous voyez ici, c'est tout simplement les populations qui manifestent. Nous sommes bien placés pour savoir en France ce qui est en train de se passer, mais il n'y a pas qu'en France. Dites-vous bien qu'en Italie, en Espagne, même dans des pays anglo-saxons où ce n'est pas de tradition, plus que dans les pays latins, les populations ne sont pas satisfaites et se révoltent. Parce que c'est une révolte. Hein. Ce n'est pas encore une révolution, mais c'est une révolte. Pour des tas de raisons différentes, pour des problèmes de pouvoir d'achat, pour des problèmes alimentaires, pour des problèmes idéologiques. Autre point, la Chine. On va en parler. La Chine est un pays de contraste avec une surchauffe économique. Et il ne faut jamais perdre de vue que la Chine ne vit que par ses exportations, en grande partie. Quand l'Europe tousse, la Chine s'enrhume. Et là, c'est ce qui est en train de se passer. Le ralentissement économique européen fait que la Chine perd environ 40% de ses réserves et de son chiffre d'affaires en tant qu'État par rapport à ce qu'elle estimait pouvoir avoir sur l'année 2016, voire 2017. Donc ça va avoir une incidence. Récemment, il faut savoir qu'un sous-traitant d'Apple a mis à la porte 60 000 personnes, je dis bien 60 000 personnes, ce qui au niveau de la Chine est une goutte d'eau, enfin nous ça nous fait un choc, 60 000 personnes mis à la porte du jour au lendemain pour fermer une usine et pour, en contrepartie, mettre des robots à la place. Donc là, il va y avoir un vrai problème. Ce problème de la robotisation, d'ailleurs, on va le retrouver aussi dans nos sociétés occidentales. Autre point, les États-Unis. La reprise économique aux États-Unis n'est pas aussi merveilleuse que la presse économique et les journaux télévisés veulent bien vous faire croire. Les choses ne se passent pas aussi facilement que ça. J'y reviendrai tout à l'heure. L'essence, la chute du prix du pétrole et les effets secondaires que ça peut avoir, parce que même si nous, on est content, parce que quand on fait un plein, ça coûte moins cher, il faut voir qu'au niveau global, ça pose d'autres problèmes. Et puis enfin, et là, c'est pas drôle du tout, mais c'est la réalité, il faut quand même savoir que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre économique, mais aussi nous sommes en guerre classique. On ne veut pas dire ce nom, on ne veut pas en parler, mais c'est une réalité. Or, cette guerre économique, elle fait des ravages. Et puis le reste, je ne vous fais pas un dessin, il n'y a qu'à voir l'immeuble en face. Hein. Et ce qui s'est passé récemment, cette guerre-là, elle existe bel et bien. Et on ne sait pas du tout quand est-ce que ça va s'arrêter. Et les effets secondaires que ça va pouvoir avoir. Donc vous voyez un panorama qui plombe complètement l'atmosphère, vous êtes complètement désespéré, vous vous dites mais qu'est-ce qu'elle est venue nous raconter ce matin? Je suis désolée, une femme ou un homme averti en vaut deux, donc il vaut mieux être conscient des choses pour pouvoir arriver, tant que faire se peut, à les maîtriser. Voilà déjà un premier point sur lequel je voulais insister. C'est le petit clic chouette. Donc, les États-Unis tous, et donc voilà deux dessins qui parlent plus que tous les longs discours. Vous regardez sur le graphe de gauche deux courbes, une qui concerne la confiance des ménages en bleu et une qui concerne les donneurs d'ordre et les commandes qui sont faites par les sociétés américaines jusqu'à il y a un mois. Vous voyez très bien que ces deux lignes se suivent, ce qui est assez logique d'ailleurs, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que la consommation des ménages américains a quand même fait une légère hausse par rapport aux donneurs d'ordre qui, eux, sont légèrement à la baisse.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les ménages reconsomment, c'est exact, mais qu'il y a un ralentissement. Et alors ce ralentissement est plus important que ce que les économistes avaient prévu. Il faut voir qu'aux États-Unis, à l'heure actuelle, la classe moyenne qui avait des perspectives de développement jusqu'à présent infinies, c'est-à-dire que quand on avait des enfants, on était sûr que ces enfants seraient encore plus riches que soi-même, cette époque-là est révolue. Il y a une bulle financière qui est en train de se constituer aux États-Unis, qui est liée notamment à l'endettement des étudiants pour payer justement leurs études. On estime que les 3/4 des étudiants américains, avant même de commencer à travailler, ont des endettements pour payer leurs études sur plus de 30 ans. Vous imaginez la baisse du pouvoir d'achat à l'arrivée. Ça, c'est une vraie bulle dont personne ne veut parler parce que ce n'est pas politiquement correct, mais c'est une réalité. Donc, il faut voir que la consommation aux États-Unis, même s'il va y avoir des reprises et qui vont se faire progressivement, ne va jamais plus être ce qu'elle a été dans les années 2000. C'est terminé cette époque-là. C'est la fin d'une époque, c'est la fin d'un cycle. Et ça, c'est un élément très important. Cela étant, le consommateur américain consomme beaucoup plus et il a besoin de tas de choses. Donc ce n'est pas pour autant qu'il ne consommera pas du tout, mais sans doute moins. Et puis enfin, le graphe de droite. Ça, c'est un élément fondamental. Vous savez quand même que les États-Unis ont très très bien résisté à cause notamment du fractionnement hydraulique pour arriver à retrouver du pétrole dans les masses bitumineuses. Eh bien, compte tenu du coût d'exploitation et compte tenu de la baisse du cours du pétrole, vous voyez cette chute absolument vertigineuse du nombre de puits américains actifs. Qui dit chute du nombre de points actifs dit obligatoirement dépôt de bilan des entreprises. Donc ça, c'est une réalité. Le miracle américain concernant les puits, eh ben, tant que le pétrole sera à la baisse, ce n'est pas demain que les choses vont s'améliorer. Si nous regardons maintenant le paramètre entre profit des entreprises et croissance du PIB, c'est le graphe de gauche, nous voyons là aussi qu'il y a un décrochage. On a bel et bien une croissance, mais on a, par rapport à la croissance du PIB, un décrochage entre les deux. Ce qui veut dire que la richesse économique du pays est en train de se déliter par rapport à la consommation. Et ça, c'est un signe de faiblesse économique. Par contre, on a une explosion de la vente de véhicules neufs, et c'est là où on vous dit l'Amérique repart, tout simplement parce qu'au bout d'un moment, les Américains, ils ont besoin de changer de voiture. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Et pendant un temps, ils n'en ont pas changé du tout, ils les ont gardés. Remarquez, c'est ce qui se passe aussi au niveau du marché français. Regain d'achat de véhicules neufs, et pour cause, il arrive un moment, vous êtes obligé de changer de véhicule. Mais je dirais que c'est relativement artificiel. Ici, on a sur la zone euro, parce qu'on va passer d'un continent à l'autre, un comparatif gauche sur le salaire des populations. Alors là, c'est très intéressant parce que vous voyez que les salaires des ménages varient quand même beaucoup d'un pays à l'autre. J'attire votre attention sur la courbe espagnole. Quand on dit qu'en France, il y a eu une crise, franchement, je souris. Japon, pardon. Autant pour moi. Les pauvres Japonais. Voilà. Ici, on est sur quelque chose de complètement hallucinant. Pourquoi ? Parce que les Japonais ont... Excusez-moi, parce que j'ai fait le zap sur le droit. Les Japonais ont ici décroché complètement parce que vieillissement de la population, parce que tsunami, parce que crise structurelle. Et de ce fait, le Japon exporte beaucoup, mais a une économie où les salaires sont revus fortement à la baisse. Vous avez ici l'Allemagne, qui est relativement stable par rapport à ses pics. Là, c'est la Grande-Bretagne. Vous voyez que les salaires en Grande-Bretagne sont en train de chuter. Italie, c'est relativement stable. Et les États-Unis, ça, c'est typique des Américains. Quand ça ne va pas, on ne paye plus, on met les gens dehors. Quand ça va mieux, on repaye les gens. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on voit très bien la société japonaise décroche complètement et on n'est pas du tout optimiste sur l'évolution du Japon dans les années qui viennent, notamment à cause du vieillissement de la population, même s'ils ont un pouvoir d'achat important et plus que fourmis que les Français, ils ont énormément d'économies. Il faut voir ici, par contre, qu'entre l'Allemagne, UK, Italie et USA, les salaires sont quand même assez proches, alors que le coût de la vie n'est pas le même.
Donc, ce qui veut dire un pouvoir d'achat différent. Quant à la part de consommation des ménages dans la croissance, eh bien là, vous avez un graphe très intéressant parce que vous voyez qu'entre 2014, c'est l'orange, 2015, c'est le vert, et nous sommes en 2016 ici. La consommation des ménages anglais a fortement augmenté. Les Américains aussi, on en a parlé. L'Espagne, ça monte doucement. Mais par contre, ici, on voit qu'en Allemagne, nous avons un petit ralentissement. Donc, ça signifie quoi? Ça signifie que l'Allemagne ne se porte quand même pas aussi bien qu'il y paraît. Et n'oubliez pas non plus que l'Allemagne va avoir également un très très gros problème sur le vieillissement de sa population, d'où l'attitude d'Angela Merkel d'ouvrir des frontières parce qu'elle va avoir besoin de main-d'œuvre. Et ça, c'est une réalité, hein. Beaucoup plus que nous, puisque nous avons une natalité soutenue. Alors, ça vous concerne, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai choisi ces slides. Ça concerne le secteur de la construction. Pourquoi? Parce que qui dit construction dit obligatoirement ameublement. Hein, quand on déménage, quand on achète, eh ben on se meuble, même si on a déjà des meubles. Donc on voit quoi? Eh ben on voit quand même que partout, le secteur de la construction redémarre. Vous voyez ici que voilà, la France s'est bien effondrée et elle remonte. Elle est en deçà de ses partenaires européens, mais elle remonte. On voit ici que l'Espagne, alors là, il n'y a pas photo, on remonte jusqu'ici, et que l'Allemagne, par contre, n'a pas une courbe, elle a même une courbe en décroissance, mais elle n'a pas une courbe particulièrement sympathique. Ça, c'est intéressant parce qu'on sait très bien que la courbe de construction anticipe des consommations dans les mois à venir. Donc, vous avez ici, sur le graphe de droite, une explication entre le prix de la construction et les permis de construire. Donc, on voit quand même qu'il y a une adéquation entre les permis de construire qui ont été délivrés et le prix de la construction qui augmente un petit peu, mais pas trop quand même, parce qu'il ne faut pas non plus casser le marché. Donc là, une reprise, c'est une bonne nouvelle. Et il faut vous en servir parce que là, il va falloir anticiper. Sur les marchés que vous avez ici, globalement, il y a une reprise. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour vous. Au niveau de la France, maintenant. La France n'est pas un bon marché. Globalement, tout secteur confondu, la France est un marché qu'on dit sinistrogène. Donc il est intéressant quand même de voir ce qui se passe. On a une croissance, parce qu'il y a une croissance en France, c'est vrai, il y a du mieux, qui a été dopé donc par la demande interne. Mais quand on regarde ici les comparatifs entre la consommation privée, vous voyez qu'elle est relativement stable, hein, et pour les prévisions 2017, elle ne va pas tellement bouger. Par contre, et ça c'est beaucoup plus important, les investissements, eux, pour le moment, parce qu'on n'a pas fini, ils sont bons sur 2016, mais on prévoit que sur 2017, ils devraient se ralentir, ce n'est pas une bonne chose. Et surtout ici, les exportations, nous prévoyons une diminution des exportations. Et ça, ce n'est pas une bonne nouvelle, malheureusement. Donc, globalement, si on prend le PIB, on se retrouve, et c'est là où on voit voilà, que le PIB, ça signifie en fin de compte pas grand-chose, parce qu'on voit une courbe qui reprend, et qui n'est pas mauvaise, alors que la réalité du détail du PIB est loin d'être aussi évidente. Et vous voyez qu'ici, il y a une augmentation des dépenses publiques, ce qui va augmenter notre dette. Je ne vous fais pas un dessin, ce n'est pas une bonne chose non plus. On a des taux d'utilisation de capacité de production qui, eux, sont globalement négatifs, mais qui s'améliorent un peu. Alors, on a en vert 2014 et on a en bleu les premières parties de 2016. Bon, pour le moment, ça va à peu près, mais enfin, c'est pas merveilleux, c'est pas merveilleux du tout. Il va y avoir le mois de septembre, je ne peux pas anticiper sur nos statistiques, et c'est septembre qui va déterminer si 2016 sera meilleur ou pas. Hein, si en septembre les chiffres ne sont pas mauvais, on aura de meilleurs résultats qu'en 2016. Donc c'est pour ça que nous sommes optimistes et qu'on estime qu'il y a des perspectives. Mais nous ne sommes pas encore complètement rendus. Alors, toujours dans la construction, il y a de meilleurs présages. Et vous voyez que dans nos notations et nos évaluations sectorielles, j'en parlerai tout à l'heure, on estime que le secteur de la construction donc, est en redressement. Et ça, c'est important. Les ventes de logements, permis de construire, vous voyez que toutes les courbes sont en augmentation. Donc ça, c'est très très bon. Et ici, à droite,
je vous ai résumé un certain nombre de points que vous connaissez déjà, mais qui vont favoriser et aller dans ce sens-là. Donc là, c'est une réalité et c'est pour ça que les perspectives ne sont pas si mauvaises que ça, ne serait-ce qu'à cause de ces éléments liés à la construction. Autre élément, et là j'attire votre attention, c'est la défaillance des entreprises en France. Vous avez entendu les chiffres, on en a parlé, ça va mieux, il y a moins de défaillances. Eh bien c'est vrai. Il y a beaucoup moins de défaillances, mais alors là je vais prendre un exemple inverse. Vous savez qu'à un moment, il y a eu la crise de la vache folle. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été dramatique pour les abattoirs. Énormément d'abattoirs ont disparu. Une fois que les abattoirs ont disparu et que les meilleurs sont restés, ça ne peut que se redresser. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que là, il y a une vague de dépôt de bilan qui a été quand même absolument conséquente. Vous le voyez ici. Ça a été terrible, les défaillances. Il y a eu vraiment un passage qui a été redoutable. Et puis après la pluie, revient le beau temps. Donc la création redémarre. Et ceux qui étaient trop fragiles ont disparu. Alors la carte de France n'est pas inintéressante non plus pour vous, parce que vous voyez quand même qu'il y a des bassins de défaillance plus importants que d'autres. C'est aussi logique dans le sens où il y a aussi des endroits où il y a plus de sociétés qu'ailleurs. Bon, cela étant, il y a des exceptions, parce que quand vous voyez Auvergne-Rhône-Alpes, il y a beaucoup d'entreprises, et ce n'est pas pour autant qu'il y a beaucoup de défaillances. C'est sans doute parce que les sociétés ont des surfaces financières et des capacités financières plus saines. Il y a des zones de fragilité ailleurs. La Chine. Nos amis chinois. Donc, le rééquilibrage est en cours, mais il reste contraint par l'épineuse question de la dette. Alors ça, c'est un vrai problème. On regarde déjà les courbes ici, on voit que les services sont en hausse, mais que l'industrie est en train de se casser la figure. Pourquoi ? Je vous le disais tout à l'heure, quand on perd 40% de son chiffre d'affaires export en tant que pays, simplement parce qu'il y a un ralentissement dans la zone euro et qu'il y a une crise, au bout d'un moment, il ne suffit pas de fabriquer, il faut vendre. Donc là, on a un vrai problème. Alors les services, eux, augmentent, parce que de fait, les services à la personne, les services au quotidien, le niveau de vie chinois qui augmente, les services augmentent. Mais il y a une chute de la fabrication industrielle et de l'industrie qui est quand même relativement importante. L'agriculture, elle va en yo-yo. Pourquoi ? Parce qu'ici, vous avez un très gros problème, qui est le problème d'abord des terres fertiles qui sont supprimé au profit de la construction d'immeubles, et il y a une bulle immobilière réelle, et puis vous avez un problème qui est le problème de l'eau. Ce problème de l'eau va intervenir dans des tas de pays dans les années qui viennent. Il est beaucoup plus important qu'il n'y paraît, et il ne va pas être réglé du jour au lendemain. Alors, les Chinois, à l'heure actuelle, en sont à acheter des terres, aussi bien en France d'ailleurs que dans d'autres pays, pour arriver à se nourrir. Je ne sais pas si vous avez vu, d'ailleurs, il y a des agriculteurs français qui, en France, ont refusé, il y a même des régions qui disent on refuse de vendre nos terres parce qu'on veut les garder. Il n'est pas question qu'on vende ça aux Chinois, même à des prix incroyables, mais aidez-nous parce que sinon, nous, on les vendra. Donc ça va devenir un vrai problème. Ils achètent des terres en Afrique, ils achètent des terres en Asie parce qu'ils ont besoin de se nourrir. Ils ne sont pas du tout autosuffisants, et encore moins en riz qu'en d'autres choses. Donc là, il va y avoir un vrai problème parce que la population continue à augmenter. Les gens et les travailleurs pauvres continuent à se rapprocher des villes. Et surtout, la surchauffe des emprunts bancaires en Chine est telle qu'il se passe ce qu'on appelle le shadow banking. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est-à-dire que comme la Banque centrale a donné des ordres aux banques chinoises de ne plus donner de prêts aux entreprises pour éviter cette surchauffe, eh bien, c'est typiquement asiatique. À partir du moment où les Chinois ne peuvent plus avoir un prêt, je dirais en direct, eh bien dans ces cas-là, il y a des sociétés off qui se mettent à leur faire des prêts au noir. Vous imaginez le risque, y compris des banques. C'est ce qu'on appelle la banque fantôme. Donc quelque part, le risque de surchauffe de l'économie chinoise, elle est réelle. Et en plus, les impossibilités de déboucher sont importantes. Et vous voyez à droite, ici, on ne peut pas revenir en arrière. Ah là 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 là. Ça, c'est terrible. Vous pouvez ? Ça serait gentil. Ouais. Oui. Ouais. Non ? Regardez l'industrie. On est d'accord, mais bien sûr. Bien sûr. Donc ici, cette courbe monstrueuse de la dette du secteur privé non financier, c'est absolument hallucinant, quoi. Ils sont sur un volcan. Alors bon, pour le moment, ils tiennent parce qu'ils ont des réserves en devises absolument considérables.
Mais véritablement, la Chine est dans une situation financière très, très tendue. En plus, il y a le problème du yuan par rapport au dollar. Et quelque part, c'est vraiment risqué. Donc, be careful, si vous avez des acheteurs chinois, à moins d'avoir un contrat d'assurance crédit COFAS, que je ne peux que vous conseiller, faites-vous payer au comptant avant expédition. Et au minimum, faites-vous payer pour une fabrication s'il y a une fabrication à façon. Parce que là, vraiment, vous prenez des risques conséquents. Même pour des sociétés de Hong Kong, ça ne change rien. Faites très attention. Donc la surchauffe de l'économie chinoise, c'est bien et bien une réalité, avec, je vous dis, ces problèmes de shadow banking notamment. Hop. Alors, la durée moyenne des retards de paiement. Et vous voyez que là, on voit bien que les choses ne s'arrangent pas. Vous voyez ici, en 2013, la courbe des durées moyennes des retards de paiement. Bon, on voyait qu'arrivé à plus de 90 jours, il n'y en avait quand même pas des tonnes. En 2014, déjà, on voit que ce chiffre a augmenté petit à petit, puis a baissé. Mais le problème, c'est 2015. Vous voyez que les retards de paiement commencent à augmenter dans des proportions non négligeables et surtout, on a une augmentation absolument colossale des retards de paiement à plus de 150 jours. Ça, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un pays commence à rallonger ses durées de crédit et commence à vous payer avec du retard, c'est qu'elle commence à vous prendre pour un banquier au lieu d'être un vendeur. Et vous n'avez pas les capacités financières de lui servir de banquier. Et puis, ce n'est pas à vous de le faire. Donc, vous voyez que le graphe de droite, le pourcentage des retards de paiement supérieur à 180 jours dans le chiffre d'affaires des entreprises, eh bien, ici, on voit bien que là, on a une augmentation de la courbe pour l'année 2015. Et je peux vous dire que sur 2016, ce sera pareil. Mais tant que l'année n'est pas terminée, on n'a pas sorti le graphe. Elle est quand même conséquente. Elle était à 15,5%. Et là, on est à 17,9. Donc là, il y a bel et bien un signe de surchauffe et un signe d'alerte. Donc soyez vraiment très prudents avec vos clients chinois, même si c'est très intéressant de vendre en Chine. Alors, COFAS Chine m'a envoyé la surveillance des paiements, et donc justement en fonction des secteurs. Et vous voyez dans le graphe de gauche que les entreprises ayant plus de 2% de leur chiffre d'affaires concernés par des retards supérieurs à 6 mois, quand on regarde 2015, on voit quand même qu'il y a une augmentation dans les ventes au détail, c'est pas rien, une augmentation conséquente dans l'électronique, une augmentation plus que conséquente dans la construction, bulle immobilière, parce qu'ils ont construit beaucoup, mais il y a beaucoup d'endroits où il n'y a personne dans les immeubles. Et puis, vous voyez que dans la consommation courante, globalement, il y a des tas de secteurs où les choses ne s'arrangent pas. Alors, quand on regarde la part des impayés longs de plus de 180 jours par rapport donc au chiffre d'affaires, on voit qu'ici, les investissements dans l'immobilier sont en train de chuter parce que bon, cette bulle immobilière existe. Et on voit que les ventes résidentielles et commerciales, elles, ont légèrement augmenté, mais elles sont en train de se stabiliser, voire de redescendre. Donc, on a bel et bien un problème dans le secteur de la construction en Chine, entre autres. Une synthèse pour vous, rapide. La dette par rapport au PIB. Et on voit dans le graphe 2014, mais ça n'a fait que se confirmer, qu'au niveau des ménages, l'endettement est absolument conséquent par rapport à ce qu'il était. L'entreprise non financière, donc hors banque, vous voyez que l'endettement, il n'est pas négligeable. Même les institutions financières, l'endettement augmente. Quant à la dette publique, elle ne sait que croître. Alors, je vous ai résumé ici, et je ne vais pas le commenter maintenant, les faiblesses, les forces et ce qu'il faut surveiller. Mais sachez quand même que l'économie chinoise est en surchauffe et que tant que l'Europe ne se sera pas redressée, elle ne va pas se redresser non plus. Hein, c'est complètement lié parce que la mondialisation de l'économie, c'est ça. Alors, le Brésil, très vite. Quelques indicateurs financiers, parce qu'on avait parlé du Brésil comme étant le nouvel Eldorado, c'était magnifique, c'était merveilleux. Ben là aussi, même cause, même effet, même résultat, c'est-à-dire que quand on voit la confiance des industriels par rapport à l'indice d'investissement industriel, eh bien on voit que la confiance est en train de s'effondrer compte tenu de la situation, des deux côtés d'ailleurs. On voit ici qu'entre la bourse, le spread, les taux à 10 ans, eh bien, malheureusement, la chute est absolument vertigineuse. Donc un pays dans une situation économico-politique qui, malheureusement, n'est pas bonne.
Et en plus, comme vous le savez, les droits de douane sont tellement élevés qu'à moins de fabriquer au Brésil, pour exporter au Brésil, il faut se lever très tôt. Ou avoir des marges énormes. Les entreprises sont sous tension. Vous avez ici une étude sectorielle des différents grands secteurs sur lesquels nous mettons sous surveillance. Et le plus intéressant, c'est certainement ce graphe ici. Vous connaissez le chapter 11, hein, le fameux chapitre 11. Les Brésiliens ont le même que les Américains, c'est-à-dire qu'on peut dire qu'on est en dépôt de bilan sans que pour autant vos créanciers soient obligés de venir vous saisir et vous pouvez repartir à zéro. Et vous voyez ici qu'entre 2012, qui est la courbe ici, et 2016, vous voyez ici l'augmentation absolument vertigineuse des sociétés qui se mettent en chapter 11 sur la première partie de l'année. Donc il n'y a pas de raison, la courbe va continuer dans ce sens-là. Donc le Brésil vraiment est dans une situation économique très 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 tendue. La Russie. Petit panorama rapide sur la Russie. Ici on a la différence entre le prix du rouble, le prix du rouble, la valeur du rouble par rapport à la valeur donc, du prix du pétrole. Très rapidement, Vladimir Poutine a pensé que le pétrole était la manne sans avoir fait aucun investissement à l'intérieur de la Russie et que ça durerait éternellement. La réalité économique fait que ce n'est pas comme ça qu'on gère un pays. Il a détourné l'attention en créant une mini-guerre entre la Crimée et l'Ukraine. Ça n'a pas réglé les choses. Pire que ça, les capitaux russes se sont échappés. On estime qu'en l'espace de 6 mois, plusieurs milliards de dollars sont sortis avant que l'embargo se mette en place. Donc la Russie est dans une situation plus que délicate. Il suffit d'ailleurs de voir ici cet indicateur. Ça parle plus que tous les longs discours. On voit exactement ce qui est en train de se passer. L'économie russe est complètement exsangue et surtout, elle ne se redresse pas puisqu'il n'y a pas eu d'investissement pendant la phase ici, qui était la phase absolument la plus positive qui soit pour que l'économie puisse continuer sur ce même trend. Donc, il faut voir quand même qu'en Russie, il y a des besoins, il y a des gens qui ont de l'argent, il y a une diaspora, mais là, c'est pareil. Vous avez tout intérêt à être payé avant expédition parce que sinon, vous risquez d'avoir des surprises. Y compris avec les banques russes, parce que alors là, c'est pareil, les banques russes n'ont pas fait leur révolution culturelle, et on a de très très gros problèmes avec certaines d'entre elles. Après, ce que je vous ai dit d'épouvantable, parce que c'est quand même important. Il y a une théorie que j'adore de Thorstein Veblen, qui est un économiste et sociologue américain, et qui dit « plus le prix d'un bien augmente, plus sa consommation augmente ». Et oui, chers amis, c'est ça, il faut le savoir, l'effet Veblen, qui se matérialise par le fait que les individus ont tendance à désirer des biens dont le prix élevé fait toute la valeur en dépit de valeurs pratiquement, éventuellement faibles. C'est une réalité. Alors tout à l'heure, vous parliez du savoir-faire français ou de la touche française. Dans votre activité, c'est une réalité. Vous vous sous-estimez toutes et tous. Vous avez une capacité de création et une qualité de fabrication que, et je suis sérieuse quand je le dis, peu de pays ou pas de pays ont dans le monde. Et vous ne savez pas vous vendre et vous mettre en avant. Ça, il faut absolument que vous appreniez. Or, avec la génération Y, vous allez pouvoir avoir ces façades Internet, ces boutiques virtuelles qui vont vous permettre de développer votre chiffre d'affaires. Par contre, il faut investir dans le numérique, il faut investir dans l'Internet, c'est absolument fondamental. Mais moi, je suis persuadée, compte tenu de ce que je connais de votre secteur, que vous en avez parfaitement les capacités. Vous êtes bon dans ce que vous faites, mais dites-le, expliquez-le, prouvez-le à ceux qui vont acheter. Vous savez que vous êtes bon, mais si vous ne le dites pas, les autres ne peuvent pas le savoir. Voilà. Donc, je voulais terminer sur cette petite touche, sachant que bon, ce que je vous ai dit n'est pas forcément très, très, très joyeux, mais c'est la réalité. Et encore une fois, quand on est conscient de ce qui se passe, il est beaucoup plus facile de gérer le risque. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Anne. Merci. Merci pour l'exposé très clair. Une question concernant le Moyen-Orient. Comment vous l'analysez, l'évolution au Moyen-Orient? Ou au Moyen-Orient? D'une façon assez générale, mais... Les Émirats, l'Arabie Saoudite? Oui, ça ne m'étonne pas que c'est ce qui vous intéresse. Bon, l'Arabie Saoudite a un très gros problème, qui est son problème population. Or, ils vont avoir un vrai problème de main-d'œuvre. En plus, concernant l'Arabie Saoudite, ils ont un problème de succession et un problème de religion. Et si vous rajoutez à ça le problème de l'eau, parce qu'ils ont tellement irrigué et fait pousser des céréales en plein désert
qui sont en train de supprimer tous les champs de céréales parce qu'ils ont des nappes phréatiques qui remontent avec le sel et ils vont avoir d'énormes problèmes au niveau irrigation. L'Arabie Saoudite est un pays qui a encore des moyens conséquents, mais qui, compte tenu de la chute du prix du pétrole, a été obligé de puiser dans ses immenses réserves de dollars pour continuer à avoir le train de vie qu'elle a l'habitude d'avoir. Ce n'est pas éternel. On est à la fin d'un cycle. Nous sommes dans des économies qui sont des économies qui évoluent très très vite et qui en plus sont des économies qui vont ne plus être basées sur l'énergie pétrole seule. Donc ce sont des pays qui vont avoir des soubresauts. Pour le moment, profitez-en, ils ont de l'argent, ils consomment, ils aiment bien. Il faut y aller à fond. Mais ce sont des pays qui vont supporter et subir à moyen terme des effets liés à des problèmes d'eau, à des problèmes de population, à des problèmes religieux. Ça, c'est une réalité. L'âge d'or de ces pays, c'est derrière. Il y a encore un peu de marge, profitez-en. Je dirais que, allez, je vous donne 10 ans, peut-être un peu moins. Un petit mot sur l'Afrique. Il faut savoir qu'en Afrique noire, en Afrique noire, vous avez des populations et une classe moyenne qui se développent réellement. Ça, c'est une réalité. On ne le sait pas assez et on n'est pas assez présent. Cela étant, d'un pays à l'autre, il y a des écarts considérables. Par exemple, au Nigeria, vous avez une classe moyenne. Au Sénégal, en Côte d'Ivoire, vous l'avez moins au Kenya, vous l'avez moins en Tanzanie. Par contre, vous l'avez en Afrique du Sud. Donc, il faut voir là où sont les populations qui potentiellement ont les moyens d'acheter du mobilier, de la décoration, des choses comme ça. Et c'est vrai que les Français sont très peu présents dans ces zones, enfin dans vos branches notamment. Ça dépend pour quel type de produit, mais il ne faut pas hésiter. Par contre, alors là j'ai un conseil à vous donner, ne prenez pas de banque africaine, prenez des banques françaises qui sont installées localement et qui ont l'habitude. Ne faites pas confiance aux intermédiaires, même si vous êtes conviviaux avec eux et que vous travaillez avec eux. Là aussi, soyez très prudents et ne vous lancez pas dans des opérations. Parce qu'ils sont super sympas, ils vous commandent des trucs, 1 million, 2 millions, j'en veux 20, j'en veux 30, j'en veux 40. Oui, le problème, c'est qu'ils font de la cavalerie et que la plupart du temps, ils ont les moyens d'en payer 2. Donc, ne croyez pas, soyez vraiment très, très prudents. Faites-vous payer au comptant avant expédition, notamment quand vous démarrez. Ne vous lancez pas dans des opérations qui peuvent être dangereuses. Par contre, il y a des bonnes opérations à réaliser. Il ne faut pas mettre ça de côté. Mais les pays du Maghreb, c'est autre chose. Merci d'avoir relevé le challenge. La toute dernière pour la route, ça va agacer Pierre Rosé, mais je la pose quand même. Le pays dont tout le monde parle et où tout le monde part en délégation, la fleur au fusil, l'Iran, votre appréciation entre Alors, l'Iran, la théorie est une chose, la pratique en est une autre. L'Iran, nous estimons que le marché ne sera pas vraiment ouvert avant 2017. Non pas qu'ils ne veulent pas. Oui, c'est proche, mais 2017, ça dure 12 mois. Je n'ai pas dit début 2017. Attention. Donc non, début 2017, ils ne seront pas prêts. Pourquoi ? Parce que alors, les Iraniens, très cultivés, très bonne vision de la France, ils nous accueillent avec plaisir. Il faut être là, il faut aller les voir. Une délégation faite par la fédération peut être une très très bonne chose. Merci Anne. Mais je ne savais pas, mais je vous le dis. Des candidats. Donc non, c'est vrai, c'est hyper important. Il faut être là, il faut être présent, il faut dire on est là, on ne vous a pas oublié, on est capable de faire ce dont vous avez envie, vous avez besoin. Ils ont une classe moyenne, ils ont un pouvoir d'achat, mais ils ont énormément de besoins. Et il va y avoir des priorités, notamment au niveau de la Banque centrale, pour la sortie des devises, quand les vannes vont s'ouvrir. Et je ne suis pas sûre que la priorité soit les meubles. En plus, et ça vous allez être obligé d'y passer, il vous faut un intermédiaire iranien. Et pour ça, il faut choisir quelqu'un de vraiment fiable. Ce qui peut être intéressant, et d'autres fédérations l'ont fait, j'en ai parlé avec certaines l'autre jour, c'est justement que ce soit par l'intermédiaire de la fédération que vous trouviez le réseau de distribution potentiel. Donc préparez-le, mettez-vous dans les starting blocks, faites votre business plan. Et les banques Les banques iraniennes sont bonnes. Hein. Il y a des bonnes banques iraniennes. Et ce sont des gens sérieux. Ils connaissent le business, ils connaissent le commerce, ils ont un droit commercial, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays, en Russie par exemple. Mais non, il y a des choses, je pense, à faire à moyen terme. Et il faut être prêt maintenant. C'est-à-dire qu'en effet, il faut pas attendre que ça s'ouvre. Mais préparez-vous, rencontrez-les. Bon, est-ce qu'il y a un salon ? Ça, je ne sais pas. Oui, il y en a. Mais bon, je pense qu'avec Business France, il n'y a pas de problème. Hein. Vous pouvez organiser quelque chose. Il y a peu de temps. Voilà, c'est pour ça aussi que je le dis, parce que je sais. Donc, quelque part, je pense que non, ça vaut la peine de préparer quelque chose.
Vous avez vraiment votre carte à jouer. Et en plus, encore une fois, malgré la révolution roménienne, vous avez, et il y a toujours, une vision de la France excellente. Et ils aiment bien les Français, ils aiment bien la culture. Et nous avons une sensibilité artistique et culturelle commune. Ça, c'est très important dans vos métiers. Merci beaucoup pour cette C'est moi qui conclusion, vous Anne. remercie. Merci encore.